Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo consacrée à mes copies de CAPES. Dans ma dernière vidéo, sur la seconde épreuve écrite, donc l'épreuve dite disciplinaire appliquée, je vous avais fait la partie théorique, donc notée sur 10 points, à savoir la sémantique, la grammaire et la stylistique. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la partie didactique, donc sur 10 points également, donc à n'absolument pas négliger. Je dirais que la grande différence entre le CAPES et l'agrégation, elle est là, c'est-à-dire que le CAPES va être orienté plus sur la didactique et l'agrégation plus sur tout ce qui est théorique. On va pas retrouver cette partie-là dans le concours de l'agrégation. Et cette partie didactique, elle peut assez vite vous décontenancer si vous n'avez pas suivi une formation en Master MEF, pour la simple et bonne raison qu'il faut plonger, on va dire, dans les programmes pour pouvoir réellement réussir cette partie de l'épreuve. Si vous vous dites que vous pouvez réussir sans vous plonger dans les programmes, c'est un peu un leurre. Honnêtement, il faut vraiment être au courant des programmes, mais aussi des compétences, des attendus. En gros, il faut avoir lu le site EduSchool. Je vous renvoie vraiment vers ce site pour cette partie de l'épreuve parce que ça va vraiment vous donner les enjeux. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on attend apparemment de nous pour cette partie didactique. C'est une partie qui est toute neuve, hein, qui date de la réforme du CAPES l'année où j'ai passé le CAPES, enfin l'année d'avant où j'ai passé le CAPES, donc c'était aussi tout neuf pour nous. Je pense que cette partie, elle est quand même nécessaire parce qu'elle permet d'apprécier vos qualités en tant que futur professeur. Et aussi de voir si vous avez bien, approprié le programme. Cette partie didactique, elle est divisée en deux questions. La première question, qui est une question d'approche de séquence, intitulée approche de la séquence, elle est sur 4 points. L'autre question, proposition didactique, est sur 6 points. Je dirais que la première question, elle est plus d'ordre littéraire et la seconde question est plus d'ordre grammatical, puisqu'en fait la première question, il va s'agir de construire une idée de séquence, sans exposer toute la séquence, mais un peu une sorte de début de séquence, d'ébauche de séquence, à partir des textes que vous avez eu à traiter dans la partie théorique, donc sémantique, grammaire, stylistique. On vous impose un niveau. Et la proposition didactique, là on est plutôt sur une proposition de séance et non pas de séquence, sur de la grammaire, un point de grammaire, et on vous donnera des documents associés, donc soit des extraits de manuels, des exercices d'élèves, que vous devrez intégrer à votre réflexion. Dit comme ça paraît très flou, mais je vais essayer de vous montrer de façon un peu moins floue à travers l'exemple de ma copie. Tout d'abord, on va passer sur la question approche de la séquence qui vaut 4 points, et la consigne c'était: définissez le titre d'une séquence dans laquelle pourraient s'inscrire les textes A, B et C, ainsi que le document D à destination d'une classe de seconde. Identifier en les justifiant des objectifs pour la lecture, pour l'écriture et pour l'oral. Il y a deux phases en fait dans cette question. D'abord, il faut définir le titre de notre séquence, mais le titre ça sous-entend aussi les grands points traités, les grandes thématiques, aussi une problématique autour de laquelle vont s'articuler les documents à l'étude. Donc ne négligez pas ni le titre ni la séquence, et il faut aussi inscrire cette séquence dans les programmes. Deuxième point de cette question, c'est qu'il faut identifier et justifier, hein, pas seulement identifier, des objectifs pour la lecture, pour l'écriture, pour l'oral. Donc ça vous faites sous forme, je dirais, de catégorisation. Et il faut montrer pour chaque domaine quels vont être vos objectifs. Par exemple, un objectif de lecture, ça pourrait être lire un roman dans son intégralité, et vous justifiez, par exemple là on est en classe de seconde, donc on va progressivement préparer l'épreuve anticipée de français première, qui portera sur des œuvres intégrales, et donc la lecture d'une œuvre intégrale se justifie en classe de seconde par rapport à cette préparation. Par exemple, ça peut être un exemple parmi tant d'autres. Ces objectifs, ils sont évidemment énoncés dans le socle commun de connaissances et de compétences disponible sur EduSchool, mais également dans le programme de français disponible sur EduSchool. Donc vraiment, je vous renvoie à ces documents qui sont hyper précieux si vous voulez passer le CAPES. Ils vont vraiment vous guider, non seulement pour cette partie de l'épreuve disciplinaire appliquée, mais aussi pour l'oral, les deux oraux en fait. L'oral de leçon qui comporte également une partie didactique, et l'oral d'entretien d'embauche, comme je l'appelle, qui comporte des éléments liés au programme également. Je vous ferai d'ailleurs des vidéos pour préparer les oraux dans une deuxième partie de l'année. Alors on va commencer donc par l'approche de la séquence. Alors déjà, demandez-vous quel est le point commun des textes qu'on vous a proposés. Alors généralement ce point commun vous l'avez déjà repéré puisque vous avez bossé pendant 2h30 dessus juste avant pour la partie théorique. Les documents à l'étude sont organisés autour du genre théâtral,
et en particulier autour de la notion de théâtre dans le théâtre ou mise en abîme dans la comédie. Vous voyez, trouver vraiment un point d'accroche qui permette de lier tous les textes. Alors souvent c'est générique, au niveau des registres, au niveau des thématiques, au niveau des types de textes, au niveau d'un procédé particulier. Et moi ici, je l'ai lié à la mise en abîme dans le genre de la comédie. Alors ensuite, vous devez présenter un à un les documents à l'étude. Vraiment, ne faites pas l'économie de cette présentation. Et dans cette présentation, vous allez montrer que vous avez compris l'objectif, l'enjeu de chacun des documents qu'on vous a donné, y compris le document iconographique. Il faut pas se dire « Oh, document iconographique, il sert à rien, j'en fais rien ». Non, il faut aussi l'expliquer et pas juste dire ah bah c'est une photo ou ah bah c'est une œuvre d'art. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait pour le texte A et pour le document D, le document qui était une photographie. Le texte A est un extrait de la comédie Le Légataire universel 1708 de Jean-François Regnard qui s'inscrit dans la veine molièresque avec la thématique de la tromperie et de la manipulation par le dialogue. Cet extrait est issu de la fin de la pièce, acte 5, scène 7, et montre Éraste, Crispin et Lisette à l'œuvre pour obtenir de Géronte son héritage. Leur stratégie argumentative établit une complicité avec le spectateur face au vieillard impuissant. Cet extrait est utile pour étudier la variété des fonctions et des formes du dialogue théâtral. À chaque fois, à la fin de votre présentation de chaque document, vous montrez en quoi cet extrait va vous servir dans votre séquence. Il ne s'agit pas uniquement de présenter les enjeux du texte de façon littéraire, mais aussi de façon didactique. Dire en quoi les enjeux littéraires de ce texte vont nous servir à construire une séquence et va faire apprendre des éléments aux élèves. Et donc ici, ce seraient les fonctions et les formes du dialogue théâtral. Alors vous voyez que j'ai été maligne, j'ai repris ce qu'on avait à faire en stylistique juste avant, qui était dans la consigne de stylistique. Donc montrez aussi au jury que vous avez compris que leur sujet, il était intéressant et que vous allez dans leur sens. Et ensuite, pour le document iconographique, alors j'ai procédé ainsi... présentation très succincte, hein, 4 lignes ça suffit. Donc, le document D est une photographie d'un extrait de représentation du Malade imaginaire de Molière, 2011, qui montre Toinette déguisée en médecin examinant Argan. Cette photographie permettrait de travailler le travestissement au théâtre et pourrait illustrer l'art de l'illusion et de la tromperie présent dans les textes du corpus. Donc vous voyez là encore comment j'ai relié ce document iconographique aux enjeux de la séquence. Donc là j'en viens à ma proposition de séquence que je replace dans les programmes. On pourrait proposer une séquence en classe de seconde qui s'inscrirait dans l'objet d'étude le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Donc là je cite entre guillemets vraiment l'intitulé du programme tel qu'il est dans les programmes disponibles sur Eduscol. Donc cette séquence s'articulerait autour du thème de l'illusion, de la tromperie et du masque dans la comédie. Je pointe vraiment précisément ce sur quoi va porter la séquence, et pas uniquement vaguement oh bah ça va porter sur le théâtre. Non non, ça porte sur l'illusion, la tromperie et le masque. Parce que une séquence sur le théâtre, j'aurais pu mettre 1000 autres textes, j'aurais pu mettre des textes de tragédie, des vaudevilles, des drames romantiques. Or là vraiment ce qui nous intéresse c'est le thème de l'illusion, de la tromperie et du masque. Alors ensuite j'annonce le titre de ma séquence, donc là c'est vraiment à vous d'inventer, mais le titre il faut qu'il soit à la fois recherché, bien tourné et à la fois pas trop non plus circonlocutoire parce qu'il faut que vos élèves puissent le comprendre. Il faut pas que ce soit un titre de mémoire ou de thèse incompréhensible, vraiment. Essayez d'être limpide en fait et de faire en sorte que votre titre reflète à la fois le contenu de votre séquence et à la fois soit accessible aux élèves. Et il faut absolument que dans votre titre il y ait des éléments littéraires, sinon c'est pas une problématique littéraire et vous risquez d'aller dans la problématique philosophique, historique, scientifique, que sais-je. Moi ce que ça a donné, cette séquence pourrait s'intituler « Mise en abîme théâtrale : l'art du mensonge et du masque dans la comédie ». Donc vous voyez, c'est relativement synthétique. Mise en abîme théâtrale, on va expliquer le terme dans la séquence, donc on peut imaginez que c'est pas non plus trop obscur pour l'élève. L'art du mensonge et du masque dans la comédie, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et c'est synthétique, on comprend où est-ce que je veux y aller. Je vous conseille cette formulation avec les 2 points, là c'est assez utilisé pour les titres. N'hésitez pas, ça permet d'être synthétique et de donner un peu de dynamisme au titre. Ensuite, j'annonce ma problématique, alors même si c'est pas mentionné dans la consigne, il faut une problématique de séquence. D'ailleurs, quand vous serez enseignant, il faudra une problématique. Et cette problématique, c'est comme dans une dissertation, elle doit pas être accessoire, elle doit pas être là juste pour décorer, mais elle doit être là vraiment pour donner une ligne directrice à votre séquence ou à votre dissertation. Cette séquence aurait pour problématique: la comédie se sert-elle du mensonge et du masque uniquement pour faire rire? Problématique
littéraire, puisque on parle de comédie, on parle de rire, donc un registre, et on parle de thèmes liés au théâtre, le mensonge et le masque. Ensuite, j'annonce ce que je vais donc travailler en termes d'objectifs dans ma séquence. Ce serait l'occasion de travailler la variété des fonctions et des objectifs du théâtre comique au prisme de la notion de mise en abîme. Et là, j'amène mes objectifs, donc à chaque fois, environ 2, 3 par domaine. Alors vous voyez, je présente ça sous forme de tirets, mais de façon très lisible, en soulignant les différents domaines, lecture, écriture, orale, parce qu'on a très peu de temps pour faire cette épreuve, on n'a que 5 heures, et donc pour faire la partie que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo et cette partie-ci, c'est trop peu. Moi vraiment c'était le rush, j'ai pas pu faire tout ce que je souhaitais, donc de la même manière qu'en grammaire par exemple j'ai fait des tirets mais des tirets semi-rédigés, là c'est pareil, on va faire des tirets mais des tirets semi-rédigés qui nous permettent de gagner un peu de temps. Et vos objectifs, présentez-les toujours de manière synthétique avec un infinitif, un peu comme une recette de cuisine, en vous inspirant bien sûr des objectifs qui sont donnés dans les programmes. Alors je dis pas qu'il faut apprendre tout par cœur, mais moi il y a quand même des formulations que j'ai apprises par cœur, reprises du programme, pour pouvoir les recoller ensuite. C'est un peu du bachotage, on va pas se le cacher. Mais multipliez pas les objectifs. 1, 2, voire 3 bons objectifs sont suffisants par domaine, pas au-delà. Alors lecture. Menez une lecture linéaire du texte A pour travailler les différentes formes et fonctions du dialogue théâtral. Et ça va aller avec l'onglet que j'avais appris par cœur dans le programme. Élaborer une interprétation de texte littéraire, acquérir le vocabulaire technique permettant l'analyse de texte et de discours. Ça c'est le genre de choses, je l'avoue, je serais pas capable de vous les ressortir texto comme ça aujourd'hui, ça s'oublie vite. Mais heureusement quand vous êtes prof et que vous construisez votre séquence, vous avez votre petit programme imprimé juste à côté de vous. Donc c'est bien plus simple. Là c'est un concours, c'est comme dans la dissertation vous n'avez pas le droit à l'œuvre, et bien là vous n'avez pas le droit au programme non plus, il faut tout se rappeler. Et je propose un second objectif pour la lecture, proposer une lecture d'image du document D en la comparant avec les procédés du mensonge et du travestissement dans le texte A. Lire et interpréter le document composite, et montrer un extrait de la captation du document D. Enrichir sa culture littéraire. Alors ici vous allez me dire, oui mais lecture, c'est pas lecture d'image, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire ça. Alors nous on nous a appris, et en fait on confondait beaucoup, que les objectifs de lecture ne sont pas des objectifs dans le sens lecture orale. Tout ce qui est lecture à haute voix, ça va dans les objectifs d'oral. Moi j'ai mis lire avec expressivité et fluidité un texte dialogal. La lecture c'est en fait tout ce qui est question de compréhension littérale du texte et d'interprétation. Lecture, vous focalisez là-dessus, compréhension, interprétation. Oral, mise en voix du texte, ou débat aussi, ou participation orale, échange oral autour du texte. Et écriture, c'est tout ce qui est de l'ordre de la rédaction et des devoirs écrits, donc ça peut être des dissertations, des exercices d'invention. N'hésitez pas aussi à mettre en lien vos objectifs avec la classe. Par exemple, moi j'ai pour l'objectif d'oral lire et avec expressivité et fluidité un texte dialogal dans la perspective de l'oral de AF. C'est-à-dire que je me projette déjà au lycée, dans la classe de première, où très vite on va travailler les oraux du bac de français. De la même manière, développer son goût littéraire et son jugement critique, c'est pas forcément un objectif que vous allez mettre en classe de 6ème. En classe de 6ème, on est davantage sur de la compréhension littérale du texte, alors qu'au lycée, on va pouvoir développer des capacités des élèves qui sont pas tant travaillés que ça en 6ème parce qu'ils n'ont pas la maturité littéraire, intellectuelle suffisante. J'en viens ensuite à la seconde partie de cette épreuve, donc la proposition didactique, le petit b, et je vais vous lire la consigne. En prenant appui sur tout le corpus, vous proposerez un ensemble d'activités visant à construire, à consolider et à réinvestir la notion de valeur du présent dans les différents modes verbaux avec une classe de seconde. Justifiez vos choix en explicitant votre démarche. Donc là ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir donc construire déjà tout ce qui est l'état de la notion dans la classe où vous êtes. Il va falloir vous aider de vos connaissances grammaticales pour mener à bien cette question, qui est à la fois donc une question de théorie grammaticale mais en même temps une question didactique parce que vous allez devoir adapter les documents qu'on vous a proposés. Alors d'abord, vous devez faire un état des lieux dans la classe où vous êtes. Donc là, on est en classe de seconde, il va falloir dire où en sont les élèves par rapport à cette notion. En classe de seconde, les élèves ont déjà abordé les valeurs du présent dans les différents modes verbaux tout au long du cycle 4. Impératif et indicatif en classe de 5e, conditionnel et subjonctif à partir de la 4e. La classe de seconde permet, en plus de consolider ces notions,
d'étudier leurs implications sémantiques dans la perspective du commentaire littéraire. Sur quoi je me suis appuyée? Je me suis appuyée sur mon apprentissage des repères propres à chaque classe. Je me suis construit des tableaux avec chaque classe, quelles notions sont abordées et de quelle manière. En fait, ces repères notionnels, vous faites des tableaux avec des colonnes, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première. Et dans chaque colonne, vous mettez une entrée à chaque fois, par exemple les modes et temps verbaux. Quels modes, quels temps sont abordés dans quelle classe et de quelle manière? Parce que l'impératif et l'indicatif, ok, on les voit en classe de 5e, mais on les revoit en seconde d'une manière différente. On voit pas uniquement la morphologie en seconde de l'impératif et l'indicatif, mais on voit les implications sémantiques. L'impératif, ça signifie l'ordre. Qu'est-ce que ça signifie dans le cadre d'un discours théâtral, par exemple? Exposer en fait la notion d'un point de vue didactique. Donc là, vous refaites un petit peu votre introduction de grammaire que vous avez fait dans la première partie. Alors la première partie c'était sur les infinitifs, hein, c'est pas la même question. Mais là, on va étudier les valeurs du présent, donc on va faire une introduction pour présenter la notion d'un point de vue théorique. Donc l'étude des valeurs du présent repose sur plusieurs axes. Les valeurs temporelles avec le présent d'énonciation, je suis là. Le présent à valeur de futur proche ou futur périphrastique, je vais aller à l'école. Le présent à valeur de futur, demain il fait beau, etc., etc. Donc vous voyez ici, encore une fois, je remets des exemples. Alors les exemples sont à souligner parce que tout ce que vous mettez en mention doit être souligné de la même manière que sur l'ordinateur, ça doit être en italique. Et quand vous citez un extrait de texte, là, ça doit être entre guillemets. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur l'usage de la ponctuation à l'écrit, manuscrit et tapuscrit. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Définis les valeurs du présent selon les modes, mais aussi selon ses valeurs aspectuelles, le présent itératif, le présent duratif, le présent sémelfactif, des autres valeurs du présent, par exemple le présent narration, le présent gnomique, le présent description. Donc vous voyez, ici, il ne s'agit pas de définir ce que c'est que le présent de l'indicatif, parce que là, dans ce cas-là, on oublierait tout un pan de la question, mais vraiment le présent, vous en avez à tous les modes, hein, subjonctif, indicatif, impératif, conditionnel, ça peut être aussi un présent de description, de narration, enfin même là, ma présentation n'est pas complète, hein, en 10 lignes, on peut pas faire une présentation complète des valeurs du présent, mais essayer d'embrasser un maximum. On voit d'ailleurs que je me suis un peu précipitée, parce qu'il y a plein de rajouts, il y a des ratures, il y a compagnie, là vraiment, j'étais à la fin, à la toute fin, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir finir. Ensuite, après avoir présenté la notion de façon générale, vous devez présenter, comme précédemment l'approche de séquence, les documents qui vous sont mis à l'étude. Donc là, uniquement les documents pédagogiques, hein, didactiques. Le document F est un corpus de phrases qui permet de travailler les valeurs aspectuelles, temporelles et modales du présent, en s'appuyant sur les textes du corpus. Il permet de travailler le présent d'énonciation. Donc ça c'est les phrases 1, 8 et 10, gnomique, phrase 2, de narration, phrase 3, valeur de futur, phrase 4, de passé, phrase 3, de conditionnel, phrase 7, d'ordre, phrase 8, d'aspect sémelfactif, phrase 9, et la concordance des temps, phrase 5 et 6. Donc là encore une fois, vous devez montrer ce que vous allez tirer de ces documents. Qu'est-ce qu'ils apportent dans votre séance, comment vous allez pouvoir vous en servir, vraiment essayer de vous approprier le contenu qui vous est donné. Donc il faut déjà lire les documents, les comprendre, ensuite les présenter et ensuite les analyser et montrer en quoi ils vont vous aider à créer votre séance de langue. Je passe la présentation des autres documents pour arriver à la présentation du déroulé de ma séance. Donc c'est vraiment une séance, hein, c'est pas une séquence, c'est vraiment sur 1 ou 2 heures, on va travailler un point de grammaire. Il y a 4 étapes. Faire une phase d'observation. Montrer comment vous allez amener la notion aux élèves. Alors si c'est une notion qu'ils ont déjà travaillé, la phase d'observation, elle va se nourrir des prérequis des élèves que vous devrez mentionner dans votre copie également. En revanche, si c'est une nouvelle notion, là on va vraiment être dans de la pure découverte. Donc ça c'est la phase d'observation, de découverte de la notion. Ensuite vous avez une deuxième phase qui sera la phase construction de la notion, c'est-à-dire à partir des observations, on va construire la leçon. Là on va vraiment être dans la théorie pure et on va donner aux élèves le contenu nécessaire pour s'approprier la notion et être capable de la réinvestir par la suite. Troisième étape, c'est l'étape de consolidation de la notion. Donc là, on va vérifier en fait que l'élève maîtrise la notion qu'il a vue avec la leçon, grâce à des exercices d'application, de manipulation. Et enfin, la quatrième étape, c'est l'étape de réinvestissement à plus long terme,
il s'agit de voir si l'élève a retenu la notion, est capable de l'exploiter dans des types d'exercices qui sont différents de l'exercice simple et bête de manipulation. Donc là on va être vraiment dans plutôt un niveau macro-structurel où on va à l'échelle de la séquence imaginer de réinvestir la notion par exemple dans un écrit d'invention. Vraiment le réinvestissement c'est pas de la consolidation, c'est pas de l'exercice bête et méchant, c'est savoir utiliser une notion qu'on a apprise dans un contexte d'exercice, dans un contexte plus large d'expression qui va permettre à valider des compétences. Alors vous voyez c'est pas ultra long non plus, mais de même un peu conséquent. Alors dans un premier temps, donc là c'est l'étape vraiment d'observation et de prérequis. Étape 1 sur 4. Dans un premier temps, il s'agirait de réactiver les prérequis du cycle 4 avec l'exercice 2 du document F qui permet d'identifier les formes verbales soulignées, temps et modes. Il figure les 4 modes personnels, indicatif, conditionnel, subjonctif et impératif. J'ai choisi un document, et pas 15 000, pour la phase de réactivation des prérequis. Donc sélectionnez vos documents, après les avoir présentés juste avant, c'est à ça que vous sert la présentation, pour justifier ensuite à quelle étape de la séance vous les utilisez. Il y a des documents qui se prennent plus à l'étape de découverte de la notion, et d'autres qui se prennent plus à l'étape de consolidation de la notion. Donc vraiment, essayez de comprendre quels exercices seraient mieux en exercice d'application et quels exercices ce serait mieux en exercice de découverte. Alors ensuite, la deuxième étape sur la leçon, donc sur la construction de la notion. On proposera ensuite une leçon sur l'emploi et la valeur de ces modes pour le présent à l'aide d'un tableau récapitulatif. J'introduis par contre du contenu personnel. Vous n'êtes pas obligé, et même je dirais vous devez vous appuyer aussi sur des idées que vous avez, qui sortent des documents qu'on vous propose pour être un peu originaux et montrer que vous n'êtes pas simplement une machine, mais que vous êtes un véritable professeur qui a des idées qui jaillissent de son cerveau. Moi j'adore les tableaux, donc tableau ça me va très bien. Pour construire la notion de valeur temporelle du présent, conjointement à l'étude de ces valeurs modales, on exploitera le corpus de phrases pour faire percevoir aux élèves ces nuances temporelles. Les élèves devront classer les occurrences dans un tableau à 3 colonnes, passé, présent, futur. Les occurrences non élucidées permettront d'aborder les valeurs aspectuelles et autres valeurs du présent. Je fais un mélange, c'est-à-dire que je prends appui sur des documents du corpus que j'adapte ensuite à ma sauce pour proposer un exercice, donc dans cette idée de tableau à 3 colonnes. Il ne s'agit pas de dire simplement je vais utiliser tel document pour la phase de consolidation. Il faut dire comment vous l'utilisez et surtout ce que vous attendez des élèves. Vous pouvez même mentionner éventuellement les difficultés qu'ils vont rencontrer, comme je l'ai fait à la fin, avec les occurrences non élucidées. Vous devez vous mettre dans la peau du professeur, être capable de parer à n'importe quelle situation. Ensuite, je passe à la phase de consolidation, donc 3e étape. Afin de consolider la notion de valeur aspectuelle du présent, on utilisera à profit l'exercice 1 du document F, exercice de systématisation qui travaille également la manière de rédiger ses réponses. Pour consolider la maîtrise des valeurs modales et temporelles du présent, on s'appuiera sur l'exercice 2 du document F à nouveau. On pourrait également élaborer une fiche récapitulative avec les élèves, fiche qui ferait la synthèse des valeurs du présent en fonction des modes. Le document G pourrait également faire office d'exercice de repérage et d'identification avant de le proposer en exercice de réinvestissement. Déjà, vous voyez, je sélectionne les exercices, j'utilise pas tous les exercices qui nous sont proposés. Il y a des éléments dans les manuels que je n'ai pas utilisés. Et vous n'êtes pas obligé de tout utiliser et vous n'êtes pas obligé de justifier pourquoi vous les utilisez pas. Par contre, il faut justifier ceux que vous utilisez. J'introduis ensuite, deuxième élément, encore une fois, un peu de personnel, une fiche récapitulative que j'élabore avec les élèves. Et enfin, j'utilise le document G à la fois dans la partie consolidée et à la fois dans la partie réinvestissement. Comme ça, ce document me permet de faire la transition entre la phase de consolidation et de réinvestissement. Alors c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est parce que l'idée m'est venue à ce moment-là, mais j'aurais pu le faire entre la phase de construction et de consolidation. Enfin, l'idée c'est quand même de montrer qu'il y a une cohérence dans votre propos, qu'il y a un fil rouge et que les élèves ne vont pas se perdre. Et enfin, pour le réinvestissement, pour réinvestir la notion de valeur du présent, on pourra d'abord proposer la consigne du document G en exercice d'écriture, en la modifiant toutefois, afin de demander aux élèves d'utiliser le présent à différents modes et différentes valeurs, ce qui permettrait d'évaluer plus globalement leur maîtrise de la notion.
Enfin, on pourra reprendre un des objectifs d'écriture de la séquence, à savoir la rédaction d'un paragraphe argumenté de commentaires qui vise à exploiter les valeurs du présent, dans le texte C ou le texte A qui s'y prête tout à fait. Plusieurs choses dans la phase de réinvestissement. Tout d'abord, vous voyez, encore une fois, je me suis appuyée sur un document, mais je l'ai modifié. J'ai modifié la consigne parce qu'elle me convenait pas totalement. Et c'est là que vous montrez votre esprit critique en tant que professeur, parce qu'en tant que professeur, vous allez vous aider de manuel, vous n'allez pas recopier texto ce qui est mis dans le manuel. Pas tout le temps, en tout cas. Après que vous allez quand même vous creuser la cervelle. Deuxième élément, je vais reprendre les objectifs de la séquence. Donc là, je reprends la question d'avant, le petit A, et je montre qu'il y a également un fil rouge entre ma proposition de séquence et ma proposition de séance. Envisagez vraiment l'épreuve de façon globale. Si on vous propose tous ces exercices dans une même épreuve le même jour en 5 heures, c'est qu'ils ont un lien. Je propose un exercice un peu plus personnel, tout en m'appuyant sur les documents qui nous ont été proposés pour l'approche de séquence, mais également pour la première partie théorique. Donc là encore, je fais référence à l'ensemble de l'épreuve et pas uniquement à cette question-là. J'espère que cette vidéo sur la partie didactique de l'épreuve disciplinaire appliquée vous aura été utile. Je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout fait dans cette copie. Encore une fois, c'est pas un modèle, mais c'est une proposition. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite courage à tous ceux qui passent le CAPES.